Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 € avant le 10 juillet, date coup près. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre. C'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous. Faites un don maintenant. Aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte. Nous comptons sur vous. Il était pour beaucoup le dernier espoir de revoir un jour un Bonaparte sur le trône de France. Fils unique de Napoléon III, le prince impérial a suivi sa mère en exil en Angleterre à la chute de l'Empire. Mais comme un Bonaparte ne prouve sa valeur non pas uniquement par le sang, mais surtout par la gloire, le jeune Louis-Napoléon, guidé par son instinct, s'est enrôlé dans l'armée de son pays d'accueil pour aller combattre les Zoulous en Afrique du Sud. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la mort l'attendait au bout du chemin. Une mort héroïque, une mort de soldat en brave à seulement 23 ans, qui brisera sa destinée en même temps que toutes les espérances bonapartistes. Retour sur la vie du dernier des Napoléons, un météore qui a sans doute brûlé trop loin, trop vite. Suite et fin donc de ma série sur les morts tragiques, les destins brisés des grands héritiers du trône de France. Bon, il y en a évidemment d'autres, vous vous doutez bien qu'en 1500 ans d'histoire, il y en a d'autres, mais celles-ci sont à mon sens les plus emblématiques. On a parlé de Napoléon II, Louis XVII, aujourd'hui le prince impérial, et puis de toute façon, je fais ce que je veux. Mon émission. Je précise aussi que les photographies colorisées que vous allez voir dans cet épisode, qui sont très jolies, ont été colorisées justement par mon ami Jérémy, que je salue au passage, fidèle grognard. Et vous pourrez retrouver toutes ces photos du Second Empire colorisées sur la page Facebook Teintures Impériales. Alors pour l'instant, il fait que des photos du Second Empire. Je ne sais pas pourquoi il n'en utilise pas du premier. Faudra lui demander. Né aux Tuileries le 16 mars 1856, Eugène Louis Napoléon est le fils unique de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Joséphine. Je reviens pas sur son enfance, car bon, enfance classique d'héritier du trône de France, appelé Louis et surnommé Loulou. Voilà. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Je relèverai juste qu'il est né le 16 mars, comme moi. Et je précise aussi, comme ça, gratuitement, que mon fils est né un 15 août, comme Napoléon. Voilà, je voulais juste me la raconter un peu. À la chute de l'Empire, donc en 1870, il suit sa mère en exil en Angleterre. Il a alors 14 ans et à la mort de son père en 1873, il devient l'héritier du trône impérial en France. Et dès lors, tous les espoirs du parti bonapartistes vont se concentrer sur lui. Il se lance dans de brillantes études militaires à l'école d'artillerie de Woolwich en qualité de cadet à titre étranger. Et en 1875, il en ressort avec le grade de lieutenant d'une école d'artillerie, comme un certain Napoléon, son grand-oncle. Mais il lui est interdit de combattre, évidemment, puisqu'il est un prince impérial français. Impossible pour lui d'intégrer un régiment britannique. Impossible également de combattre pour la France, ce qu'il aurait souhaité plus que tout au monde, bien entendu, car sous la Troisième République, les Bonaparte sont persona non grata en France. Alors ne lui reste que la vie mondaine, faite de dîners, de réceptions, de parties de chasse. Mais comme vous vous en doutez, cette vie ne lui convient pas du tout à ce jeune homme plein d'énergie qui ne demande qu'à faire ses preuves et se montrer digne de son nom. Car il le sait, être un Bonaparte, ça n'est pas que du sang. Pour mériter ce nom, il ne suffit pas de naître, il faut aussi l'auréoler de gloire, celle des armes,
Car un Bonaparte sans gloire, c'est un peu comme un Autrichien avec des oignons, il y a un truc qui va pas. Bref, il lui faut sa guerre. Il propose donc ses services à l'empereur d'Autriche afin d'aller combattre les Turcs dans son armée, mais François-Joseph refuse, tu m'étonnes, on les a tellement dérouillés, les Autrichiens, que ça aurait fait un peu bizarre. Alors Louis, quand je dis Louis, c'est le prince impérial, se tourne vers son pays d'accueil, l'Angleterre, qui s'apprête à prendre sa revanche sur les guerriers zoulous en Afrique du Sud qui viennent de lui infliger une cuisante défaite. Louis est confiant, très confiant même, il s'entraîne, se prépare et tout, quand soudain, la réponse arrive, négative. Autant vous dire qu'il est effondré, tellement effondré qu'il va aller supplier sa mère d'intercéder directement auprès de la reine. Finalement, le 24 février 1879, sa demande est acceptée. Le prince impérial est autorisé à se joindre à l'état-major du général Chelmsford qui part pour le Transvaal, mais uniquement en qualité d'observateur. Attention, à Londres, on ne veut surtout pas mettre en péril la vie d'un héritier étranger et éventuellement risquer des problèmes diplomatiques. Bon, personnellement, c'est pas que ça m'émoustille de voir un Bonaparte sous l'uniforme anglais, mais le contexte est totalement différent à cette époque où l'Angleterre a toujours été une amie de la famille impériale. Alors le 27 février, il rédige son testament, au cas où, dans lequel il stipule qu'en cas de malheur, le titre de prince impérial devra revenir au fils aîné du prince Napoléon, le prince Victor. Il écrit, je cite, « Tant qu'il y aura des Bonapartes, la cause impériale aura des représentants. » Le même jour, il écrit à son ami Louis Conneau, je cite, « Lorsqu'on appartient à une race de soldats, ce n'est que le fer à la main qu'on se fait connaître. » Voilà sa mission, Angleterre ou pas, et c'est ainsi qu'il embarque le jour même, direction l'Afrique du Sud. Après un mois en mer, son navire, le Danube, arrive à Cape Town le 26 mars. Et là, autant vous dire que l'accueil que lui font les Anglais est triomphal. Il y a des drapeaux français partout, une foule nombreuse, les soldats présentent les armes et une réception grandiose est organisée. On honore ainsi ce Bonaparte, petit-neveu de ce Napoléon qui a été le plus grand adversaire de l'Angleterre. Vous voyez, jusque-là, les Anglais sont réglo, je vous l'ai dit, on peut dire ce qu'on veut, jusque-là, ça passe. Au gouvernement comme à l'état-major, on veut absolument éviter de l'exposer et le cantonner à un strict rôle d'observateur. Lord Campbell ne s'y trompe pas, le ministre de la guerre. Dans ses instructions au général Chelmsford, il écrit, je cite, « Méfiez-vous de son courage et de ses initiatives. » Puis, il ajoute, « Ma seule crainte est qu'il soit trop courageux. » C'est vous dire. Mais Louis, qui signe Napoléon depuis la mort de son père, je le précise, n'entend évidemment pas se limiter à ce rôle. Après une grosse fièvre tropicale qui le contraint d'être alité, le voilà prêt à partir au combat. Quand il apprend qu'il ne pourra pas y prendre part directement, le voilà à nouveau effondré. Et il va tellement bien plaider sa cause auprès du général que celui-ci va céder en le nommant assistant au quartier général. Puis c'est le colonel Bettington qui tombe sous son charme et lui permet de participer à des missions de reconnaissance en territoire ennemi. Le 19 mai, sa patrouille est prise sous le feu des Zoulous et le prince se bat vaillamment, sabre en main. Il montrera tellement de sang-froid durant cette charge que les Anglais qui l'accompagnent proposeront de baptiser le village qu'il vient de traverser le Kraal Napoléon. Kraal, c'est une sorte de village, on va dire un village. Quoi qu'il en soit, les Britanniques progressent de plus en plus en territoire zoulou et le prince impérial participe aux patrouilles. Il fait même plus que ça, non seulement il fait des relevés topographiques, mais dans les faits, c'est quasiment lui qui commande. Il est tellement respecté par son nom comme par son charisme naturel et le courage dont il fait preuve, que même son commandant Carré se plie à ses ordres. Le 31 mai, Lord Chelmsford décide de lancer l'offensive sur la capitale du roi zoulou, Ulundi. Pour ce faire, il faut traverser la Blood River. On décide donc d'envoyer une patrouille de reconnaissance de l'autre côté, et c'est celle du prince qui est choisie. Le dimanche 1er juin, dès l'aube, la patrouille de 6 hommes part, traverse la rivière et débute sa mission de reconnaissance. Ils sont tellement confiants, vu que ce territoire a été, croit-on, totalement nettoyé, que seule la moitié des cavaliers prennent leurs fusils. À 14 h, la petite troupe arrive près d'un kraal et décide d'y faire une halte. Là encore, on ne place aucune sentinelle, alors pourtant que des feux fument encore, ce qui indique une présence récente. Le prince impérial sort ses carnets de croquis pendant que les autres se reposent. Vers 15 h 30, un homme parti chercher de l'eau à la rivière revient en toute hâte et indique qu'il a aperçu des indigènes. Le capitaine Carré ordonne donc que la patrouille rebrousse chemin au plus vite.
Mais le prince n'a pas fini ses croquis, et comme c'est littéralement lui qui décide, alors qu'il n'est que lieutenant, je le rappelle, eh bien, on patiente. Soudain, on entend des coups de feu, et là, c'est le signal, il faut partir, et vite. Sans attendre le prince, les Anglais se mettent à sauter en selle et prennent la fuite. Quoi? Oui, je sais, des Anglais qui prennent la fuite, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai dit qu'ils étaient réglo à ce moment-là, mais bon, ça reste des Anglais, quoi. Bref, tout le monde prend la fuite et le prince est le dernier à partir. D'ailleurs, son cheval, voyant les autres détaler, s'en va sans lui. Le prince doit lui courir après et tenter de monter en selle en voltige. Ça, en soi, ça ne lui pose aucun problème puisqu'il excelle dans ce domaine. Le problème, c'est sa selle. Une selle qui était montée par son père à Sedan, et le prince voulait lui rendre hommage en la choisissant, sauf que l'état d'usure était assez avancé. Lors de son saut, les coutures de la sangle lâchent, et voilà le prince qui s'écroule lourdement au sol, le poignet droit brisé par la chute, et sans son sabre. Ses camarades sont déjà loin, déjà 2 se sont fait massacrer, le voilà seul face à une cinquantaine de Zoulous. Il ne pourra pas faire grand-chose, les Zoulous se ruent vers lui en poussant des cris de guerre, mais pour le prince, pas question de fuir. Il leur fait face, pistolet dans la main gauche, tire par 3 fois, parvient même à leur renvoyer une sagaie, mais ces derniers sont trop nombreux. Il est atteint à l'épaule gauche, puis à l'œil droit. Ce coup lui transperce le crâne. Il s'effondre alors au sol, mort, alors que les Zoulous continuent de lui planter leur sagaie de toutes parts. Je dis de toutes parts, mais les 17 coups de sagaie qu'il va recevoir, il les recevra tous de face. Preuve qu'il n'a jamais fui le combat. Les Zoulous eux-mêmes ne s'y trompent pas, alors qu'ils s'acharnent sur le corps des 2 soldats anglais tombés de cheval en les mutilant et en les éviscérant. Ils épargnent le cadavre du prince. Ils se contentent de le déshabiller et de lui prendre ses armes, lui laissant même ses médailles autour du cou. Pourquoi? Car il est le seul qui a combattu, qui n'a pas fui, et il a même combattu comme un lion, et ça, les Zoulous le respectent. Ainsi fut la mort brave et digne du prince impérial. En quelques secondes, la France a perdu l'héritier de la dynastie napoléonienne, bien que celui-ci soit parvenu largement à faire honneur à son nom. Les 2 soldats anglais sont enterrés sur place, le corps du prince est ramené au camp. Dans son rapport, le capitaine Molineux écrit, je cite, « Le cadavre portait 17 blessures, toutes par devant, et les marques au sol, comme sur les éperons, indiquaient une résistance désespérée. » Évidemment, l'état-major britannique, quand il apprend la mort au combat du prince, il est furieux, fou de rage. Le colonel Buller dira même au capitaine Carré, donc celui qui s'est enfui, je cite, « Vous auriez dû être tué, je souhaiterais que vous l'ayez été, je devrais vous tuer moi-même. » Une cérémonie est organisée sur place, sa dépouille est recouverte du drapeau français et tous les drapeaux anglais sont inclinés vers le bas. 2 heures seulement après la cérémonie, les troupes britanniques lancent une grande opération pour venger sa mort et leur victoire déterminée mettra fin en un instant à l'existence du Zululand. Voilà. La nouvelle de la mort du prince n'arrive à Londres que le 19 juin et c'est Lord Sydney qui a la lourde tâche, la terrible mission d'annoncer cette mort à sa mère Eugénie. Son corps est ramené en Angleterre le 10 juillet, reçoit les honneurs militaires et est aussitôt inhumé aux côtés de celui de son père dans l'église Sainte-Marie, puis plus tard dans l'abbaye de Farnborough, construite par l'impératrice. Celle-ci se rendra d'ailleurs sur les lieux de la mort de son fils moins d'1 an plus tard. À cet endroit se trouve un petit monument de pierre bâti par ses camarades, surmonté d'une croix blanche. La guerre terminée, le capitaine Carré va passer en cour martiale pour lâcheté. Il recevra un blâme et sera expédié aux Indes où il mourra 4 ans plus tard dans le déshonneur. Je laisserai le mot de la fin au journaliste Paul Deléage qui était présent lors de la cérémonie tenue en Afrique du Sud et qui, à la vue de tous ces drapeaux anglais mis en berne devant la dépouille tricolore, écrira dans son livre, je cite, « L'histoire saura dire que, sur cette terre lointaine, le dernier des Napoléons sut encore faire honorer, par sa mort même, le drapeau français. » Merci, à bientôt.